Rav Shach. Vous savez que lorsqu'il y a la Première Guerre mondiale, il était parfois à Slobodka. Dans la Première Guerre mondiale, les yeshivot se sont dispersés parce que c'était la guerre. Et il est revenu dans sa petite ville d'origine. Il n'y avait pas de yeshiva et rien. Il n'y a pas de yeshiva, c'était encore un barreau. Il dit, c'est pas grave, j'ouvre une yeshiva, je suis moi le rosh yeshiva. Donc il a une yeshiva avec 5-6 enfants. Des barreaux, une yeshiva ktana, 13, 14, 15 ans. Il y avait là-bas, entre autres, le plus jeune, c'était un garçon qui avait 10 ans. Il s'appelait Rabbi Avraham Pam. Rabbi Avraham Pam, c'est l'un des plus grands yeshivot de notre génération en Amérique. Donc, je crois, Torah Vedat. Alors, le premier cours qu'il a fait dans la yeshiva, il leur a parlé de Birkat HaChodesh, de la bracha qu'on fait le Shabbat avant Birkat HaChodesh. Il a demandé aux garçons, qu'est-ce qu'on demande le plus important dans Birkat HaChodesh? Les garçons, ils ont dit, Ava Torah Viracham, qu'on ait l'amour de la Torah et la crainte de Dieu. Rav Shach a dit non. À la fin, on dit que Dieu exauce nos demandes, le Tova pour le bien. Donc, parce que ça inclut tout. Rabbi Avraham Pam, c'était un enfant de 10 ans, il s'est levé, il dit, Kvod Harav, Rosh Yeshiva, c'était encore un barreau, je sais pas, il avait 16 ans, 17 ans, je suis pas d'accord avec vous. Il dit, parce que la vie, Mishot Libenu Tova, la vie, quelqu'un, il veut des choses. Si ça n'a pas un but, Avat Torah Yirat Shamayim, c'est n'importe quoi. C'est qu'en Israël, il y avait une publicité, Coca-Cola, Tam HaChaim. Le goût de la vie, c'est le Coca-Cola. C'est ahurissant, c'est incompréhensible. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Donc c'est ce que... Et donc Rav Shach est très content de la réponse de garçon. Yaakov Avinu, il n'avait pas besoin que son fils soit le roi d'Égypte. Ça ne veut rien dire du tout pour lui. C'est des clopinettes, c'est rien. Vous mêlez Mitzrayim, à quoi ça sert? Moi, je veux mon fils Yosef Hatzadik. Moi, je veux pas un fils qui ait une réussite sociale, qui ait fait une carrière. Ça n'a aucun sens. Vaimen, il a refusé tout ce blocage, à la fois, il a refusé d'entendre des consolations. Parce que, bon, ok, il vit, c'est-à-dire quoi, il vit? Un garçon de 17 ans qui se retourne en Égypte. Il savait les épreuves qu'il allait devoir passer avec Potiphar, femme Potiphar, etc. Ça n'a aucun sens. Yaakov Avinu le savait que son fils passait ses épreuves? Non. Il ne savait pas. Non, mais il savait que... Mais regardez, c'était un monsieur... Vous posez une bonne question. Hein? La réponse, c'est qu'il ne savait pas... Mais il savait ce que c'était un garçon célibataire, se retrouver en Égypte, les tentations. Hein? Ouais, bon. Donc, Yaakov savait qu'il y avait des dangers. Alors lui, ok, on lui dit qu'il est vivant. Mais ça veut dire quoi qu'il est vivant? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire qu'il soit vivant. Il y a une histoire avec le Gaon de Vilna. À l'époque du Gaon de Vilna, il y a un mari, un rachat. Il a quitté sa femme sans laisser de nouvelles. Il a laissé Aguna. Aguna, il ne peut pas se remarier. Hein, il n'a pas divorcé. Il est parti pendant une dizaine d'années. Il l'a laissé comme ça, 30 ans, 40 ans, seul. Parti en Amérique. Un jour, il revient. Du moins, il prétend que c'est lui. Bon, au bout de 40 ans, il a changé physiquement. Hein, bon, etc. Alors, il donne des signes de... Ouais, je vous donne... et ensuite, il s'approche de sa femme. Il s'approche d'elle, il lui dit, voilà, des preuves, etc. Bon, elle était suspicieuse, elle n'en connaissait pas. Encore une fois, tout change, au bout de 40 ans, les signes étaient vrais, mais j'ai demandé au Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'on fait? Le Gaon de Vilna dit, c'est une question très simple. Vous l'amenez à la synagogue, vous lui demandez où était sa place à la synagogue. Il arrive à la synagogue. Même s'il ne se rappelle plus si c'était le troisième, quatrième, la quatrième chaise, c'était à droite, à gauche, devant, derrière. Il ne savait plus quoi répondre. Je sais pas s'il a reconnu. Le rachat en Amérique, il dit, tu veux une femme gratuitement facile? Je te donne 6 monnaies, tu auras une femme comme ça. C'est un rachat jusqu'au bout. Où est-ce qu'on reconnaît un juif? À sa Torah.
Si on peut raconter beaucoup de choses, mais savoir s'il est branché ou pas. Le Gaon de Vilna savait que si ce monsieur, hein, si c'était le mari, doit ça vous prier. Là, ça laisse une trace. D'un autre côté, le copain, le mari rachat, il ne va pas lui dire ça, il ne va pas parler de ça, il va parler d'autres choses, d'autres médecins, il ne va pas parler. Yaakov Avinu, tant qu'il n'a pas vu Yosef, et quand ce qu'il a su que ça allait mieux, quand Yosef lui a envoyé quand il a vu, c'est quoi la galotte qu'il a vu, Egla Roufa, la dernière marque qu'ils ont étudié ensemble, c'était Egla Roufa, hein, et donc il a vu Egla, c'était le rêve là-dessus. Si c'est comme ça, waouh, ça va. Voilà, maintenant, une histoire, Rav Toïsi. Lui, c'est un Rav très sérieux. Il a rencontré un jour dans une salle d'attente d'un médecin, un non-religieux. Mais bizarre, c'est à côté de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de smartphone. Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, il est en train... Il y a une Gemara. Il est en train de vivre la Gemara. Un non-religieux sans qui passe sur la tête, rien. Et non seulement ça, le non-religieux se lève, il voit un Rav, il dit, est-ce que vous m'expliquez une Gemara? Je ne comprends pas la Gemara. Et c'est mal informé que dans le chasse, il y a 3 traités, on appelle Maseret Ani. Ani, c'est pauvre. Parce qu'ils sont très très difficiles. C'est Eruvin, Nida, Yevamot. Il est en train de dire Yevamot, c'est les plus difficiles. Alors il lui explique, et à la fin, le jeune, il demande au non-religieux, dis-moi, c'est bon, comment c'est que vous étudiez ça? On a expliqué, il habitait à Herzliya. Et à Herzliya, il y a donc dans son bâtiment, il a vu tous les jours comme ça des religieux qui viennent, tous les jours à la même heure. Ils viennent et au bout d'un certain temps, ils repartent. C'est bizarre. Vous savez ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font, hein, bon. Alors, il a demandé à un d'eux lui a expliqué en quelques mots ce que c'était le Daf Yomi, qui est dans le bâtiment. Il y a un avraire qui leur fait tous les jours un cours Daf Yomi. Bon, il allait voir son voisin. Voilà, écoutez, moi ça m'intéresse, mais une condition, j'assiste, mais ne commencez pas à faire ce qu'on appelle fiat datit, à commencer à imposer votre religion, hein. Donc j'assiste au cours sans qu'il passe à la tête. C'est une condition. Ne commencez pas à me faire de la morale, je viens. Bon. Le premier jour, il assiste au cours. Et pendant le cours, il pose une question. Et le Magitchur, le Rav, lui fait wow, le Pnei Yoshua, c'est un commentaire très important, pose ta question. Magnifique. Deuxième jour, deuxième cours, pose une question. Boum, de nouveau, le Maharsha, il lui montre, pose ta question. Il m'a fait dire que je ne comprends pas. Moi, je suis ingénieur électronique, j'ai fait des années, je me suis cassé la tête pour comprendre ce qui se passe. Là, chaque fois, je n'ai jamais étudié la Gemara, et je pose question, Pnei Yoshua Amar, comment c'est possible? Le Rav l'a expliqué. La Torah, ce n'est pas une science comme une science profane, la vie. Chez nous, lorsque quelqu'un cherche vraiment à étudier, Hachem l'aide. Oui. Hachem l'aide. Bon. Alors, il a raconté que ce non-dieu, qu'il était sûr qu'au bout de quelques jours, ils allaient le vider. Ça m'effrontait. Hein, venir à court, mais un peu de respect, mais qui passe à la tête, au moins, un minimum, non. Après, le Rav, il est dit aux autres, hein, pas un mot. Bon. Au bout de 3 mois, le non-religieux est venu avec sa femme chez l'avraire, il dit, voilà, j'aimerais que vous me cachérisiez notre cuisine. Et il a dit donc au Rav, voilà, depuis que j'ai commencé à aller au cours, notre vie a changé. Notre vie a changé. Par le mérite d'une heure d'études par jour, notre vie a changé. Il a sorti ses enfants de l'école non religieuse et il a mis dans un système pas dati mais haredi. Voilà ce que peut faire le Daf Yomi. Il faut savoir, une femme ne peut pas pousser son mari qui dit. Vous savez, pousser, je vais dire un mot, c'est parce que c'est un petit mot d'humour, hein, pousser. Pousser, ça veut dire quoi, pousser? Il y a 2 sortes de... Ça veut dire quoi, pousser? Bon, et une fois, comme ça, 2 heures du matin, on frappe à la porte. Et madame voit son mari, à 2 heures du matin, je ne vais pas ouvrir la porte, va ça, c'est peut-être un voleur. Non, va ouvrir, peut-être c'est un voisin, il a un malaise. Va ouvrir la porte. Bon, ce que femme veut, bon, il va ouvrir la porte. Et il revient au bout d'une minute, il se recouche. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un ivrogne, il vient demander que je le pousse. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dis? Mais je vais pas à 2 heures du matin, je vais pas descendre pousser une voiture du matin.
Tu n'as pas pitié de lui, le pauvre, maintenant il doit appeler une remorqueuse, il n'y a personne qui va l'aider. Descends, aide-le avec ça. Le pauvre, il est coincé avec sa voiture. Bon, il descend dans le parking, devant le bâtiment, cherche dans le parking, on voit, il n'y a pas de voiture. Ah, il fait, où tu es où? Et l'ivrogne, il fait, mais tu ne me vois pas là, je suis sur la balançoire. Il a poussé et poussé. Une femme ne peut pas pousser son mari à étudier, par la force, jamais, ça ne sert à rien. Mais lorsque le mari revient d'un cours de Torah, qu'elle lui fait comprendre qu'elle est heureuse, c'est lui qui demande à sa femme c'est quand le prochain cours de Torah. Hein? Donc c'est avec des encouragements, des félicitations, mais c'est pas en poussant, on ne peut pas pousser. Voilà, on a dit un mot sur le Daf Yomi, on va revenir à notre sujet. Je vous rappelle qu'on est on va faire 2-3 cours. On a commencé avec un premier cours sur une Mitzvah de la Torah qui est mal connue, qui est facile d'accès parce qu'elle ne coûte pas un centime et elle rapporte gros. Et c'est une mitzvah qu'on connaît mal, et quand on connaît mal, on ne la fait pas ou on la fait mal. De quoi il s'agit? Donc on a commencé à étudier le Sefer de la Torah, Mipnei Seva Takum Hadarta Pnei Zaken. C'est-à-dire qu'il faut se lever lorsqu'il y a un Talmid Chacham ou lorsqu'il y a une personne âgée qui rentre, il faut se lever. Donc on va continuer ce qu'on a vu la dernière fois. Je vais vous poser une ou deux questions. Est-ce que si on doit se lever d'une personne âgée, qu'en est-il si c'est un rachat? Il est âgé. Qu'en est-il si c'est un goy? Il est âgé. Qu'est-ce qui se passe dans le bus? Dans le bus, vous êtes assise et je vais aller jusqu'au bout dans la question, qu'elle soit la plus violente possible pour faire réfléchir. Vous prenez le bus, pas de Beit Vegan jusqu'à Géoula, mais de Jérusalem jusqu'à Kiryat Shmone. Hein? Bon. Vous êtes venu à temps pour avoir une place assise, vous êtes bien assise, et il y a une femme, une personne âgée. Le bus est plein, elle est dehors, elle demande Yeshon Makom, il y a encore une place, le chauffeur dit non, mais dans 5 minutes, il y a un bus derrière moi. Et la personne âgée monte dans le bus, et donc il y a maintenant 3h30 de trajet jusqu'à Kiryat Shmone. Est-ce que vous visez votre place? Ah, ou non? Vous pouvez attendre 5 minutes. La question est violente, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est des choses qui arrivent. On est dans un monde où le toupet, malheureusement, fait partie des valeurs en progression constante. Ouais. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a ce genre d'agression? Voilà, on va résumer ce qu'on a vu. Donc, la Torah nous impose de nous lever lorsqu'il y a un zaken, mifnei seva takum, vadarta pnei zaken. Seva, c'est la personne âgée, vadarta pnei zaken, vezaken, en zaken elam shekana chochma. C'est quoi le zaken? Zaken, ze, kana, lui, il a acquis la chochma. Donc on a vu que même un enfant qui est un érudit, ça existe. Même un enfant qui est un érudit, il faut se lever devant lui. Donc ce n'est pas une question ici d'âge, c'est une question de valeur acquise, de Torah acquise. On se lève devant la chokhmah de la Torah. On a vu que aujourd'hui, pour différentes raisons, on ne se lève pas systématiquement lorsqu'un rave rentre, hein, ou lorsqu'arrive là où on doit se lever. Il faut se lever lorsque c'est un rave qui est, on va dire, hors pair, donc c'est ce que le Roshach il dit, un Rosh Yeshiva ou un très grand rave. Mais il faut quand même savoir que ça c'est une opinion, d'après beaucoup d'opinions, lorsqu'un Talmid Chacham rentre, il faut se lever. Il faut se lever, à condition que le Talmid Chacham soit quelqu'un qui ne soit pas seulement un puits de connaissance, mais il ait aussi un comportement de qualité. Il y a malheureusement certaines personnes sont peut-être des gens très intelligents, qui ont peut-être beaucoup de Torah parce qu'ils sont brillants, mais ils n'ont pas un comportement adéquat, hein, donc ils se comportent mal. Donc si ils se comportent mal, on n'a pas l'obligation de les respecter. Entre autres, il est marqué dans les poscrits, s'ils gèrent des marlocotes, des guéguerres, il n'y a pas d'obligation
de respecter quelqu'un comme ça. Donc on a vu... C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Donc les questions des... Ah, est-ce que les parents doivent un enfant? Ouais, c'est une bonne question, on verra si on a le temps, on verra. Un petit enfant, est-ce qu'on doit se lever dans lui? Alors c'est une bonne question, on va voir cette question, on essaiera de voir cette question aussi. Pour l'instant, je suis en train de résumer, je suis content que ça suscite des questions, c'est-à-dire que personne ne s'est encore endormi, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'une femme doit aussi se lever, c'est pas une mitzvah masculine, c'est pas une mitzvah temporelle, c'est une mitzvah donc, qui ne dépend pas du temps, donc les femmes ont la même obligation que les hommes. Il faut aussi se lever, une femme doit se lever devant une enseignante, c'est que d'essentiel, même au niveau des écoles, que les élèves se lèvent devant l'enseignante. Chez nous, la Torah, c'est pas simplement des connaissances, Samantou, des Cheretz, Kadma, la Torah, et donc pour que l'enseignante puisse former, bâtir ses élèves, ça passe par le respect. Donc c'est important, les élèves doivent se lever devant une enseignante, devant une femme, on doit aussi se lever. Est-ce qu'une... Pardon ? C'est une bonne question. Il n'y a aucun interdit à le faire. Hein. Donc, en fait, dans nos systèmes, le chol n'est pas du chol. Hein. Le chol, c'est un moyen on transmet des connaissances qui ont une finalité, on n'enseigne pas des choses qui sont totalement futiles. Et à travers très souvent, une enseignante de chol, elle a parfois plus d'influence encore sur les filles. On parle dans nos systèmes, les enseignantes sont triées, hein, donc on ne cherche pas de nouveau, ce n'est pas les diplômes qui comptent, c'est la personnalité. Et donc, je peux vous dire que beaucoup d'enseignantes de chol font parfois, au niveau du message laissé aux élèves, ont parfois une influence encore plus forte que les enseignants de Kodesh. Donc il y a aussi une question de respect de manière générale. Donc on a vu que théoriquement l'épouse d'un rave devrait se lever devant son mari, mais on ne le fait pas pour deux raisons. D'abord parce que le mari il est mochel, le mari ne veut pas que sa femme se lève, et il y a une autre raison, ishtok ou goufo, c'est pas deux entités, c'est une entité. Donc une femme est-ce qu'on doit se lever devant la femme d'un rave? La femme d'un rave, elle n'est pas enseignante, mais c'est la femme du rave. Est-ce qu'on doit se lever lorsque la femme du rave, la rave, petit truc, est-ce qu'il faut se lever, est-ce qu'elle, donc, bon, elle enseigne, mais une femme qui n'enseigne pas, est-ce qu'on doit se lever pour la femme du rave? Dans la Gemara, on voit une histoire, je raconte une histoire la dernière fois, que oui, le Hari dit que non, mais la halacha, il faut techniquement se lever lorsque la femme d'un rave rentre, parce que même si elle-même n'a pas acquis cette sagesse, malgré tout, comme elle est l'épouse du rave, et qu'il y a ici question d'honorer, à travers elle, on honore la Torah, donc il faut aussi se lever devant l'épouse du rave. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois en résumé. Maintenant, on va aborder la question de la personne âgée. Donc on va essayer de voir d'abord en premier temps le concept de Vadarta Pnei Zaken. Vadarta Pnei Zaken. Pnei Seva Takum. Vadarta, c'est quoi? Seva. Zaken, c'est le Talmid Chacham. Ça n'a rien à voir avec l'âge. S'il a acquis la Chokhmah, on se lève devant lui. C'est quoi Seva? Seva, c'est marqué dans la Mishnah dans Avot. Parce qu'à Avot, il y a marqué Ben Shivim le Seva. 70 ans, ça s'appelle une personne âgée. La Torah dit Pnei Seva, on doit se lever devant quelqu'un qui a atteint le degré de Seva. Donc il faut se lever dès que quelqu'un atteint l'âge de 70 ans. D'après le Hari, il faut se lever déjà lorsque la personne atteint l'âge de 60 ans. Donc la halacha, elle est plus contraignante à partir de 70 ans. Même lorsqu'on a un doute, est-ce que la personne a
atteint 70 ans pas. Vous voyez, je vois votre pièce d'identité, s'il vous plaît, pour voir votre âge. Ouais. Bon, donc on peut pas, ça se fait pas. Donc s'il y a un doute, si c'est 70 ans ou pas, on se lève quand même. Alors, de nouveau, dans cette halakha, je suis conscient, et j'expliquerai un petit peu, un limut zchut, une justification du fait que les gens ne font pas toujours ce qu'ils devraient faire. Donc il y a ici, dans le pasouk, la Gemara le dit, il y a deux choses. Il y a kima, il y a se lever, et vhadarta, hidur. Hidur, ça veut dire montrer qu'il y a ici une question de respect. Donc, même si on ne sait pas tout le corps, il y a faire un mouvement avec le buste vers l'avant pour montrer qu'on honore la personne. Alors, qu'en est-il si la personne qui a 70 ans est une personne qui est non religieuse? Alors, il y a ici une question qu'on a abordée il y a longtemps. Quelqu'un qui est un rachat, qui est un mécréant. Donc, cette personne, on n'a pas le droit de l'honorer. Et c'est même un intérêt de la Torah. Il y a un intérêt de chanifut. Chanifut, c'est flatter. On a le droit de flatter quelqu'un qui est non religieux. Donc, flatter un donateur, mais c'est pas grave, vous faites pas Shabbat, vous donnez de l'argent pour la yeshiva, c'est un intérêt de la Torah. On n'a pas le droit. Donc, honorer un rachat, c'est quelque chose qui est contre l'esprit de la Torah. Et donc, c'est strictement interdit. Alors, je vais quand même revenir à ce que j'avais dit en introduction de ce cours. Pourquoi est-ce qu'on se lève devant quelqu'un qui est une personne âgée? Alors que cette personne, se lever devant une personne âgée, même si c'est quelqu'un qui est un amaaretz. Un amaaretz, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Torah. C'est pas un rachat, mais il n'a pas étudié, il n'étudie pas, il ne connaît pas la Torah. C'est un amaaretz, la Gemara nous dit, il faut se lever devant lui aussi. Pourquoi? On va voir dans quelques instants, même devant un goy, il faut aussi se lever. Pourquoi? Enfin, on ne va pas se lever, mais faire une marque d'honneur devant un goy aussi. Pourquoi? Alors la Gemara nous répond que cette personne, même si elle n'a pas étudié la Torah, la Maharetz, avec les années, avec les épreuves de la vie, cette personne a atteint un certain stade de sagesse. Ce qu'on cherche à honorer, c'est non pas la personne en tant que telle, mais la sagesse qui émane de cette personne. Donc toute personne à partir d'un certain âge atteint automatiquement un certain degré de sagesse. Ce que la Torah nous impose d'honorer, donc c'est la sagesse. Donc même si la personne, c'est un amaretz, comme il a une certaine expérience de la vie, une certaine sagesse acquise au fil des années avec les épreuves, donc il faudra l'honorer. C'est la raison pour laquelle même le non-juif, théoriquement, il faut aussi l'honorer d'une certaine manière. Le rachat, comme c'est antinomique, comme c'est quelqu'un qui va, même s'il a un coefficient intellectuel très important, ça reste quelqu'un qui est négatif. On n'a pas le droit d'honorer quelqu'un qui est négatif. Donc même si c'est une personne âgée, il ne faut pas l'honorer. Alors je vais aller plus loin. On va dans quelques instants la problématique du bus. Le bus, se lever ou pas se lever. Alors, mais je vais aller à l'extrême. Vous êtes dans le bus est plein, il y a un anti-religieux, il a sur son veston, il est juif, mais il a, je sais pas, il a membre actif du parti Yeshatid, Lapid, où on voit que c'est quelqu'un qui est un anti-religieux primaire, mais il est âgé. C'est un rachat, il veut détruire la Torah. Malheureusement, les plus grands rachaïm, ils ne sont pas chez les non-juifs, c'est les juifs. Et donc c'est un rachat. Mais maintenant, pas se lever alors que vous êtes jeune et en bonne santé, et tout le bus vous regarde, parce que bon, si quelqu'un doit se lever, c'est toujours le religieux qui doit être volontaire. Bon, eux, ils ont le droit de pas se lever, mais nous, c'est autre chose. Donc, donc il faut maintenant, il ne faut pas l'honorer. D'un autre côté, pas se lever, c'est déplacé. Ça la fait mal. Il faudra se lever. Pourquoi? Parce que si c'est mal interprété, ça génère du chilul Hashem.
Hein, donc c'est profaner le nom d'Hachem, c'est très grave. Donc vous ne levez pas pour l'honorer, mais comme c'est quelque chose qui est, de manière générale, fait partie des habitudes de savoir-vivre, même si au niveau de la halakha, il ne faudrait pas le faire, le savoir-vivre, c'est quelque chose qui nous impose de se comporter comme les autres. On ne peut pas commencer à faire des choses qui sont contre-courant. Donc même si dans l'absolu c'est un rachat, il ne faudrait pas se lever dans lui, comme ce monsieur ou cette femme sont une personne âgée et que tout le monde vous regarde, il faudra se lever devant cette personne. Alors, maintenant, le goy. Alors, je commence avec une histoire. En Amérique, il y a à peu près 40 ans, il y a quelqu'un qui a écrit une sheila, une question, au Rav Mishneh Halacha. Mishneh Halachot, c'est un grand rabbin d'Amérique, un posek. Il écrit, tous les jours à New York, il y a des milliers de juifs orthodoxes qui prennent le métro. Et il dit, il y a dans les métros, dans chaque rame de métro, il y a toujours une personne âgée, un gars qui rentre. Et donc, il ne voit pas pourquoi il dit c'est au rabbanim de faire un travail de diffusion de cette halakha, il faut se lever devant un goy. Alors, est-ce que, donc, il a demandé à ce Rav Menashe Katan, est-ce que, et qu'il fasse passer le message aux juifs, que c'est pas bien, on laisse de côté cette mitzvah, il y a marqué dans la Torah, mipnei seva takum, même si c'est quelqu'un qui est pas juif. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la réponse. D'abord, il faut savoir au niveau de la halakha stricte, ce que j'ai dit qu'il faut honorer le goy. Alors, les poskim, lorsqu'ils ramènent cette halakha, le goy n'a pas le statut du juif. Donc, il y a marqué dans les poskim que Mehadrim bedvarim, on lui parle avec respect. Hein, on ne lui parle pas avec distinction, on ne parle pas de la même manière qu'on devrait parler à quelqu'un de jeune. Et s'il a besoin d'aide, on l'aide. C'est-à-dire que, même, l'Agma nous dit, Rabbi Yochanan se levait devant Skenim Goyim, Vayomer Kama Arpatot Avoualem, combien de preuves ils ont passé. Ce qu'on dit auparavant pour les Amaret, c'est aussi pour les non-juifs. Donc, Veraou Arbe Nissim ou Muftim. Donc, techniquement, même si les poskim ne disent pas qu'il faut se lever, mais il faut montrer du respect par rapport à une personne qui est goy. Maintenant, chez les goyim aussi, il y a un concept de rachat et paracha. Hein, donc, un goy aussi, hein, c'est pas, de la manière que chez un juif, il y a une différence entre un juif qui est rachat qui ne l'est pas, chez le goy aussi. À des poskim, donc c'est un des éléments de la réponse de la Menashe Katan. Pourquoi personne ne se lève dans le métro à New York devant les non-juifs âgés? La réponse, c'est parce que le Menashe Katan, il dit qu'un goy, pour l'honorer, il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire. Un goy, il a 7 mitzvot. Shem Sabnei Noach. S'il ne les fait pas, il ne faut pas l'honorer. Il n'a pas fait ce qu'il doit faire. C'est quoi les 7 mitzvot de Bnei Noach? Première mitzvah, Avodah Zara. L'interdit de l'idolâtrie. Bon, tous les chrétiens, vous savez que dans la chrétienté, il y a le concept de. C'est la Trinité, on dit? Oui. La Trinité. Et donc, la Trinité, d'après beaucoup de dictionnaires, c'est un problème d'Avodah Zara. Dire que quelqu'un d'autre, a une influence, c'est de la Avodah Zara. Donc, c'est les goyis, les chrétiens, ils sont des Avodah Zara. C'est pas seulement les bouddhistes, le fait de croire qu'il y a, en dehors d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux associés, c'est la Avodah Zara. Donc on est exempt. Birkat Hashem, maudire le nom de Dieu. Je pense que vous avez tous entendu les goyim qui maudissent avec dans toutes les langues, avec toutes les expressions. Shfichut damim, le crime sanguin. Gilui Arayot, donc tout ce qui est la débauche. Vous allez me dire, les Arabes, c'est pas de Avodah Zara. Bon. Gilui Arayot, bon, je ne sais pas comment ça se passe chez eux. On aborde une mitzvah qui les concerne, Gezel.
hein, le vol. Hein. Donc, chez eux, ça figure, je ne sais pas si ça figure ou pas dans le code pénal, hein, mais le respect, bon, est très aléatoire. Donc, automatiquement, vous voyez que, donc, chez Hamilton des Noirs, hein, on n'a pas mentionné Eve Menachai et l'obligation d'avoir un système juridique. Donc, si le goy ne respecte pas les Hamilton des Noirs, a priori, il n'a pas cette obligation. Alors, de nouveau, et ici, bien entendu, une question de bon sens, de savoir-vivre. Il est évident que si c'est une personne âgée qui rentre dans un bus, dans le métro, et qui n'a pas de place assise, vous êtes jeune, hein, pour des raisons de bon sens, il faut se lever. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a l'obligation de Seva Takum pour un goy qui est en infraction avec les Sheltop des Noirs. Alors, donc, on a vu les personnes âgées, le rachat, le goy. J'ouvre une parenthèse qui est importante. Il y a un concept dans l'halakha qui est un géométrie variable et qui pose problème. Par rapport au rachat juif, ça veut dire quoi un rachat juif? C'est quoi un rachat juif? C'est quoi un rachat juif? Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la Torah. C'est parce que c'est Shabbat, c'est parce que c'est Yom Kippour, etc. Est-ce qu'on peut leur donner le statut de rachat? Alors, c'est une question qui est très profonde. Il y a un concept qui est ramené par les décisionnaires qui s'appelle Tinok Shenishba Ben Agoyim. Tinok Shenishba, je vais traduire en français et vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Tinok Shenishba, c'est un bébé qui a été fait prisonnier chez les Goïm. Pendant la Shoah, comme ça, des bébés qui ont été mis dans des couvents. Donc c'est un enfant qui sait qu'il est juif, mais il n'a aucune idée de ce que c'est que le judaïsme. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Donc bien qu'il ne fasse pas Shabbat, il ne fait rien du tout. Cette personne n'a pas le statut de rachat. Pourquoi? Parce que comme il n'a jamais eu d'éducation, donc on ne peut pas lui dire qu'il est rachat. Donc si c'est quelqu'un qui est un Tinok Shenishba, a priori, cette personne, il faudra, si elle a atteint 69, à se lever, bien que ce ne soit pas un tzaddik, bien qu'il ait le comportement de rachat, il n'a pas le statut de rachat parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire à arriver au stade de non-respect. Alors, quelle est la définition de ce Tinok Shenishba? Il y a, je pense que c'est connu, on vous a sans doute vous dire, le Chazon Ish, il a élargi la définition de Tinok Shenishba à toute personne qui n'a pas reçu d'éducation adéquate. C'est-à-dire que ce qu'on lui a en Israël, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de juifs qui ne savent pas ce que c'est Shabbat. En France, il y en a, en Amérique, en Russie, il y en a, en Israël, tout le monde sait que Shabbat, on ne travaille pas. Les gens savent. Mais il est évident que la manière dont malheureusement l'éducation des non-religieux est faite en Israël, que les informations qu'ils ont reçues sur le Shabbat, non seulement elles sont insuffisantes, mais elles sont fausses et péjoratives. On cherche, malheureusement, même lorsqu'on leur raconte, c'est assez horrible, je n'ose même pas vous raconter ce qui se passe dans les écoles non religieuses, même lorsqu'on leur raconte des histoires de la Torah, c'est pas que c'est déformé, ils s'en servent malheureusement trop souvent, ils en font des fables, ils détruisent. Le Rav de Ponu, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait une élocution, il était très fort au niveau des discours, mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas député à la Knesset? Il a dit, je n'ai pas les moyens, tous les jours en étant à la Knesset, de faire créa, de déchirer mon frac en entendant les choses horribles que disent les non-religieux contre la Torah. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait que systématiquement, les non-religieux cherchent trop souvent à détruire à salir tout ce qui est Torah. Donc, alors c'est quelqu'un qui a évolué comme ça, il sait ce que c'est Shabbat, mais tout ce qui c'est Shabbat, c'est négatif. Il prend les non-religieux pour des vampires ou Donc c'est évident que a priori ces personnes n'ont pas le statut de rachat, dans le sens absolu du terme, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Alors, le problème que posent les décisionnaires contemporains, c'est que cette définition de Chazon Ish, jusqu'où elle va? Quelqu'un qui a reçu une éducation pseudo-religieuse, ou dans une école, on va dire religieuse, mais une grande partie de l'éducation normale, elle est fausse. Si vous avez un prof qui rentre dans une école et qui lui n'a pas de Tadikatan, vous comprenez que c'est pas cohérent. Donc il peut pas construire, il peut pas
éduqué parce qu'il est lui-même, hein, il ne respecte pas. Donc, dans beaucoup d'écoles, malheureusement, une partie des enseignants font, tout en étant religieux, font de l'anti-éducation. Donc, jusqu'où on va dans la définition de Tinoxinishba. Si quelqu'un n'a jamais appris ce que c'est vraiment la Torah, est-ce qu'il y a statut de rachat? C'est une question qui est délicate, parce que ça a énormément d'implications. Donc, je peux pas, c'est pas moi de trancher, je dois même savoir que le rachat, on ne se lève pas, mais le concept de rachat, c'est quand même une chose est sûre, c'est quelqu'un qui a prémédité ça, c'est une décision, il a décidé de tout effacer, on dit qu'il a reçu une bonne éducation, qu'il a laissé tomber, donc c'est sûr qu'il y a un statut de rachat, on doit voler cette personne. D'abord, maintenant, la manière de faire cette mitzvah. Hein, les bougies, vous savez comment vous allumez les bougies chaque vendredi. Comment est-ce qu'on fait cette mitzvah de Mipnei Seva Takum? Alors, Chayadam, il dit Vetzarich Lakum Male Komato. Le shiur de la mitzvah, c'est se lever totalement. On verra dans quelques ou cette fois-ci la prochaine fois, combien de temps, à partir de quand il faut se lever. Hein, donc il y a aussi dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très connues. Donc il faut se lever et se lever totalement. Alors vous allez dire, les gens ne le font pas assez. Alors, je vous répète ce que j'ai déjà dit, si vous le faites, vous faites la mitzvah. Ici, plusieurs explications. Je l'ai déjà mentionné lors du premier cours. Les rabbanim sont mochlim. On est mochel. On est mochel. On ne demande pas à ce qu'on se lève. Très souvent, on préfère qu'on ne se lève pas. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le fait de commencer à se lever, alors si on se lève et qu'il y a un autre rave qui rentre et qu'on ne se lève pas devant lui, devant lui on s'est levé et devant nous et moi, on ne veut pas commencer à citer à semer la zizanie, donc très souvent les rabbinim sont mochlim. On verra jusqu'à quelle limite cette mechila, elle fonctionne. Alors, encore une fois, le minag, c'est que dans beaucoup de cas, on ne se lève pas totalement, on fait ce geste c'est Vadarta mipne zaken. Vadarta, c'est montrer qu'on a du respect. Alors, je vous dis tout de suite, on verra ça la prochaine fois plus en détail. La mitzvah, c'est de se lever lorsque la personne, elle, approche dans les Arba Amot, dans les 2 mètres. Hein? Donc, c'est pas lorsque la personne rentre dans la salle, mais lorsqu'elle arrive dans les 2 mètres. Ici, la personne, est aveugle, et donc on vient honorer non pas la personne en tant que telle, mais ce qu'elle représente. Donc, même si elle ne le sait pas, il faut le faire. Donc, on verra ça à la suite du cours. Qu'est-ce qui se passe si on se lève avant? Après, si on se lève avant, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est lorsque la personne approche dans les Arba Amot. Donc, même si la personne rentre dans la salle, là, c'est un peu différent, parce que, dans certains cas, c'est une manière de montrer de l'honneur, mais donc il y a des détails qu'on verra plus dans la suite. Mais je vais tout de suite essayer de répondre aux questions que j'ai posées en début du cours. J'ai parlé de l'autobus. Donc, est-ce que dans l'autobus, cette mitzvah de l'Ipnei Seva Takum Vadarta Pnei Zaken, je me suis levé, ok, je me rassois. La mitzvah, c'est de se lever, ok, je me suis levé, j'ai entendu qui passe, ok, je me rassois. Bon. Ou est-ce qu'il faut céder sa place? Et la question est claire? Ouais. Alors, là-dessus, il y a une réponse de mon maître, Rav Wosner, et d'autres poskim. Et alors, il est évident que la halakha en tant que telle, c'est se lever, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation, d'après la Torah, il n'est pas marqué que tu dois céder ta place. Mais Rav Wosner, il écrit, comme la manière de se lever, c'est montrer Vahadarta. Hadarta, tu embelliras, tu montres. Donc ça veut dire quoi? Tu t'es levé, ok, je me suis levé et je me rassois. Hein? Ok. Voilà. Donc la personne âgée est debout, le tabira est debout, moi j'ai fait ma mitzvah. Hein? Il est évident que dans l'esprit de la mitzvah, le fait de se lever et de se rasseoir et de passer sa place, hein, il est mevatel, il annule le hidour. Hein? C'est pas un hidour d'être assis et l'autre est debout. Donc il y a ici une question de bon sens. Donc ça veut dire qu'il faut se lever et s'il y a un besoin objectif, la personne n'a pas de place assise, il faut céder sa place. Il faut céder sa place
donner à la personne âgée ou au Talmid Chacham la place assise. Ah maintenant, je vais vous reposer la question que j'ai posée au début du cours. Qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'abus, hein? Il y a de l'abus. Il y a ici un concept, avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que cette mitzvah s'impose à nous tant qu'il n'y a pas de perte financière. C'est une mitzvah qui est gratuite. Si maintenant, je prends un exemple, quelqu'un va devoir voyager debout, on va même dire de Jérusalem à Tel Aviv, c'est 1 heure de voyager. Elle travaille à Tel Aviv, elle va arriver à Tel Aviv, elle sera fatiguée. Et si une perte de force, une perte d'argent, c'est moins du travail, on n'a pas besoin de perdre de l'argent pour faire cette mitzvah. Donc dans ce qu'on parle de se lever, c'est lorsque se lever n'implique pas qu'il y aura une perte. Et une perte d'énergie, on parle d'un voyage qui est long, c'est quelque chose qui est évident qu'il y a des retombées négatives. Maintenant, si la personne a de l'abus, hein, la personne a de l'abus, elle aurait pu attendre quelques minutes, elle aurait une place assise. Il s'agit d'un long voyage, même s'il n'y a pas l'aspect perte. C'est-à-dire que vous allez en vacances, vous reposerez là-bas, arrivez, vous allez à la Kiryat Shmona, vous vous reposez, vous pouvez vous reposer. Donc vous serez debout pendant 3h30 et vous cédez votre place. Mais la personne, elle a dû tout payer. Hein, elle n'a qu'à attendre le prochain bus. On t'a dit, il y a un bus après, c'est pas qu'il y a un bus dans 1 heure. Bon. Alors, Rav Zilberstein, il a répondu à cette question, il a dit comme ça, il y a une fois, avec une histoire. Il y avait une fois dans un village, un monsieur qui était très pauvre. Et ce monsieur, il n'avait pas de parnassa. Un jour, il a décidé d'ouvrir un élevage de poulets, des poules qui pondent des œufs. Le seul terrain qui correspondait à l'installation d'un poulailler, c'était sur la route de la synagogue. Il a fait là-bas. Bon, vous savez qu'un poulailler se dégage des mauvaises odeurs. Bon, les gens du village commençaient à râler. 3 fois par jour, on va sentir l'odeur des excréments des poules. On s'en route pour la synagogue. Bon, ils ont allé. Bon, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'entre juges on n'est pas d'accord? On va chez le Rav. Bon, le Rav a reçu d'abord les gens du village, ensuite le pauvre. Les gens du village, il les a reçus et dit, vous n'avez pas honte, hein? Ce pauvre monsieur, hein? Il n'a pas de parnassa. Au bout de tellement de temps où sa famille souffre, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont réussi à faire un poulailler, vous allez lui enlever sa parnassa, vous n'avez pas honte, hein? Puis après, le pauvre est rentré. Dis-moi, t'as pas honte, hein? Ton poulailler, parce que t'as pas d'autre choix, tu l'installes sur la route, tout le monde va passer là-bas 3 fois par jour devant le poulailler, tout le monde va sentir l'odeur que dégagent les poules, etc. T'as pas honte? Donc. Et ici, du moussard qu'il faut donner aux 2 personnes. Hein, c'est sûr que cette personne âgée a du toupet, de l'effronterie, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Mais maintenant, elle est debout. Hein? Elle est debout. Alors, c'est sûr que c'est pas yachar de faire ce genre de choses. Mais d'un autre côté, si maintenant cette personne est debout, elle va souffrir, il faut lui céder sa place. Elle n'a pas fait une bonne chose, mais Rav Zilberstein dit il faut lui céder la place, au moins pour une partie de la route, hein, parce qu'en plus, c'est que si c'est une personne âgée, il y a ainsi un problème de pikuach nefesh. Voilà, on va regarder ce qu'on a vu parce que je vous donne une très belle histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. On est après Hanouka, et donc il y a longtemps qu'on a terminé Hanouka. Ouais, bon, mais on va quand même raconter l'histoire sur Hanouka. Donc on a vu ce matin, donc Zaken, 70 ans, d'après l'arrêt 60 ans, homme, femme, il n'y a pas de différence. Il faut se lever totalement, même devant un âme arrête, sauf s'il est rachat. Un goy, on le montre, des marques de distinction. Et d'après certains dictionnaires, s'il ne fait pas les 7 mitzvot des noirs, on n'est pas tour, pas d'obligation. Donc on a vu qu'il faut techniquement se lever lorsqu'il approche des 2 mètres, Arba Amot. On a parlé du bus, se lever, il faut se lever dans le bus aussi, c'est évident parce que ça ne veut rien dire du tout, se lever et reprendre sa place assise. Donc s'il n'y a pas de place assise, il faudra céder sa place. On a parlé de la personne qui est effrontée, c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais malgré tout, il faudra céder sa place. Voilà, mesdames, je vais raconter une histoire. C'est que Hanouka, c'est 12, 13 ou 15 juifs qui ont, avec la Emouna, qui ont gagné une guerre contre 1 800 000 soldats, d'après Midrash. Avec quelle force? La Emouna al-Bitachon, croire en Dieu. Rav Yitzhak Soline, c'est quelqu'un qui a un kollel à Jérusalem.
Et une fois par an, il va à New York collecter des fonds. Bon. Les années qu'il fait ça, le collège a grandi. Au début, il allait chez les gens qui lui donnaient $50, $100, mais il ne peut pas passer des semaines. Là-bas, il va pour 2 semaines. Il doit amener de quoi subvenir aux besoins des vrais pendant 1 an. Donc, il va maintenant seulement chez les gros donateurs. À une exception près, il y a un monsieur, il donne $100. Mais chaque année, il retourne chez lui. Parce que ce monsieur donne ça avec tout le cœur. Donc, il donne. Ah, prends un verre. Lui, il donne. En plus, il donne avec un chèque. Un chèque, c'est compliqué. On lui donne, là, tu donnes $100, billet, non. Le chèque, il faut le déposer. Mais il donne avec tout son cœur. Il donne une bracha, Hashem Lazor, que ton collègue, il grandisse. Mais il a déjà grandi, monsieur. Il comprend. Une année, il est 1 ou 2 jours avant le retour pour Israël. Et avec la personne américaine qui l'héberge, il va acheter des petites choses pour ses enfants, sa femme. Une grande surface. Bon. L'Américain lui fait, regarde, il y a ici une sale, il y a les soldes, il y a des costumes très bon marché, ça vaut la peine d'acheter. Bon, c'est hyper, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de cabine d'essayage libre, il se décide de mettre dans un petit coin discret, dans la poche de son pantalon, il y avait un portefeuille. J'ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Donc, un portefeuille, tout ce qu'il a connecté pendant ces 2 semaines, pour 1 an, plus le passeport et les documents. Il dit, je n'ai pas laissé ça dans le pantalon, parce que le temps que je sorte de la cabine d'essayage, qui a qu'à me le faucher, il le met là où il va changer discrètement dehors, sur une étagère. Puis d'un coup, l'Américain lui dit, celui qui l'émerge, il y a une cabine qui s'est libérée, il va dans la cabine et il laisse le portefeuille sur l'étagère. Il ressort de la cabine après avoir essayé, il va vers l'étagère, il y est ou il n'y est pas le portefeuille? Il n'y est pas. Tout l'argent. Le passeport, vous savez ce que ça veut dire? Être en Amérique sans passeport, on ne peut pas sortir. Ça balagane, le consulat, patati, patate, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser. Et à chanter, à danser Israël, Betar, Bachem. Il y a marqué dans le Nefesh HaChaim, Inzgoula, dit le prime de Volozhin, quand quelqu'un il a un souci, etc., crois en Dieu, se renforce dans l'Emunah que Dieu peut tout faire. Alors l'Américain dit, mais écoutez, monsieur, vous n'êtes pas à Bnei Brak, mais à Charé. Bon, ça ne se fait pas de danser, chanter dans le magasin de on vous regarde. Et il continue. Bon. Et après, il lui explique. Ils vont quand même faire une déclaration Lost and Found au bureau des bons. Ils rentrent à la maison, on commence les téléphones au consulat, et le téléphone sonne. Are you Mr. Yitzhak Salim? Bon. Oui. I found your wallet and everything's inside. J'ai trouvé votre portefeuille et tout est à l'intérieur. Ah, bon. Le tout. Bon, c'est pas fini. Et bien, l'histoire. Bon. Et vous voulez votre portefeuille? Venez ce soir à 11h du soir. Porte Hamilton, un port comme ça, un quai, on se rencontre là-bas. Alors, ceux qui hébergent il fait non, vous n'y allez pas. C'est un guet-apens de la mafia. Ils ont trouvé votre portefeuille, ils ont vu votre truc. À 11h du soir, ouais, c'est en Amérique, ils tuent pour $50. N'y allez pas. Et mon portefeuille, mon argent, vous y allez, mais ils escortent la police. Hein? Bon. La police, s'ils vont entendre ça, vous savez, tout est répertorié. La prochaine fois, je n'ai pas mon visa pour revenir en Amérique. Bon, celui qui l'héberge dit, bon, vous savez quoi, vous y allez sans police, mais moi je vous accompagne, je reste dans la voiture avec le moteur allumé, s'il y a moins de problème, bon. 11h du soir, ils sont là-bas, porte Hamilton, l'obscurité. Il y a une voiture, vous savez, les voitures américaines sont grosses, Lincoln, c'est à peu près comme un poids lourd, hein, c'est le gros modèle qui arrive, la voiture s'arrête. Et un vieux monsieur sort de la voiture, hein, pas la mafia, s'approche lui tend le portefeuille, regardez, tout était à l'intérieur avec le chèque, hein, le chèque des $100, avec le chèque. Bon, il regarde, et le vieux monsieur lui dit, regardez,
J'étais dans le magasin, j'ai trouvé ce portefeuille. J'ai ouvert. Bon. Il lui a raconté, moi je suis juif, comme vous. Seulement, moi je ne suis pas du tout religieux, j'étais avec sa femme là-bas. Mais j'ai étudié à l'Aïcha jusqu'à 14 ans. À 14 ans, j'ai tout laissé tomber. Mais là, je suis avec une juive, j'en peux avec une non-juive. Et c'est ma femme qui m'évite de faire des trop grosses bêtises. Bon, la femme peut pousser dans le bon sens, ça peut vous pousser. Bon. Et je me rappelais qu'il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda. Je lui ai dit, j'ai fait une mitzvah. J'ai pris le portefeuille, il sera cassé en Israël, Jérusalem, je ne sais pas chercher. Alors j'ai vu les documents, j'ai vu le chèque. Et j'ai regardé le nom du monsieur, le compte en banque. C'est quelqu'un qui travaille dans le même bâtiment que moi, il a un bureau. Je l'ai appelé, je lui ai dit, vous connaissez un Yitzhak Assoulin? Et pas. Il m'a donné votre adresse et votre téléphone. La suite de l'histoire, ce juif a commencé à avoir une relation avec Yitzhak Assoulin. Et Baruch Hashem, sa fille est venue étudier à Bnot Yerushalayim. Voilà. Depuis, l'Américain qui l'a hébergé, il a une boîte comme ça d'informatique. Sur tous les ordinateurs de la boîte, juifs et non juifs, il y a une phrase Israël Betar Bachem.